Le 18 juillet 1956, Nasser Abdel Gamal déclare au monde la nationalisation du canal de Suez. C'est à partir de ce jour que débute la fameuse crise de Suez. Attends, ne va pas trop vite. Déjà, c'est quoi la crise de Suez? Et c'est qui l'homme qui parle au micro? Ok. Pour bien comprendre les enjeux et les causes de la crise, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. En 1869, lors de la construction du canal par les Anglais et les Français. L'objectif du canal, c'est de contrôler les crues du Nil, de permettre l'irrigation de la vallée et la production d'électricité. Mais c'est surtout un gain économique colossal, car il garantit un nouveau flux maritime reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée en passant par la mer Rouge, et surtout d'éviter le contournement de l'Afrique. En 1922, l'indépendance de l'Égypte est déclarée. Le royaume d'Égypte est né avec à sa tête le roi Fouad Ier. Le traité est signé par les Britanniques qui promettent un retrait progressif de leurs armées pour que l'Égypte se fasse une place dans la mondialisation. Mais cette émancipation est vécue comme une véritable humiliation par le peuple égyptien, en particulier chez les jeunes qui revendiquent une forte volonté d'indépendance. Ok. En gros, de là, des fortes tensions naissent entre les Anglais qui ne veulent pas réellement quitter le territoire et les Égyptiens qui, eux, demandent un retrait total des forces armées britanniques. Exactement, et c'est dans ce climat politique instable que va grandir l'homme qui deviendra la figure des peuples arabes, Nasser Abdel Gamal. Très tôt, Nasser s'engage activement pour l'émancipation de son pays et dirige déjà plusieurs mouvements révolutionnaires. On voit déjà le caractère sanguin du jeune Nasser. Tout à fait. Mais l'événement majeur qui le révélera comme leader est la défaite des peuples arabes contre Israël. Il a très mal vécu cette guerre dans laquelle il était engagé comme commandant. Pour Nasser, c'est une véritable injustice pour les peuples arabes. Mais ce conflit lui a aussi révélé le puissant courant de solidarité unissant les peuples arabes. Dans sa tête émerge alors ce qui deviendra sa raison de vivre, la création d'une unité entre les États arabes, islamiques et africains. Dès son retour en Égypte en février 1949, il fonde dans le secret un parti politique, l'association clandestine des officiers libres, avec comme objectif principal l'indépendance dans la dignité. Tout cela en appliquant une politique radicale, chasser les Anglais, épurer l'armée corrompue et instaurer un gouvernement honnête. On peut dire que c'est la naissance d'un leader. En plus, suite à la défaite de l'Égypte, le peuple se révolte et demande la destitution du roi Farouk, considéré comme responsable de cette humiliation, pour des histoires de trafic d'armes et de détournement de fonds qui sont dévoilées au grand jour. Nasser voit l'occasion ou jamais de mettre en place ce pourquoi il se bat. Le 22 juillet 1952, Nasser s'empare du pouvoir, aux côtés du général Neguib qui deviendra lui le premier président d'Égypte, destituant et obligeant le roi Farouk à quitter le pays. Waouh! En seulement quelques années, ce simple commandant d'armée devient quasiment le président de son pays, en mettant fin à une monarchie qui était instaurée depuis 1922. Tu m'étonnes qu'il soit considéré comme la figure de son peuple. Et c'est comme ça qu'en 1955, l'Égypte participe à la conférence de Bandung auprès de l'Inde et de l'URSS et qu'elle étend son influence. Cette influence grandissante n'est pas sans déranger les pays voisins et les puissances coloniales sur le sol égyptien, la France et la Grande-Bretagne. Des tensions exacerbées par la prise de position égyptienne sur le canal de Suez. En effet, cette dernière décide sous le joug de Nasser d'affirmer son indépendance en mettant en place le projet du barrage d'Assouan. Pardon, mais quel est le rapport avec la crise de Suez? Ce n'est pas tant le barrage qui pose problème. Seulement, après avoir essuyé un refus de don de capitaux par la France, à cause de son soutien à l'indépendance algérienne, l'Égypte s'adresse aux États-Unis qui ne concluent pas le marché. Elle est donc contrainte de trouver une autre solution, et c'est pourquoi le 18 juillet 1956, Nasser frappe un grand coup via la déclaration de la nationalisation du canal de Suez. Ah, et c'est donc cette nationalisation qui provoque des tensions. En effet, c'est l'émergence d'un conflit d'intérêts, les bénéfices allant jusqu'alors aux sociétés françaises et anglaises car actionnaires. Nasser marque ici l'histoire des peuples arabes en s'émancipant des pays colonisateurs. Mais cela ne cause pas seulement le déplaisir de la France et de la Grande-Bretagne. Oula, ça fait peur cet envenimement. Me dis pas que c'est le début d'une nouvelle guerre. Malheureusement, si. Elles sont soucieuses de défendre leurs intérêts économiques, politiques, et s'inquiètent de Nasser, perçu comme un nouvel Hitler. De plus, s'il n'y a pas de communiqué officieux d'une coalition avec Israël, le pays hébreu décide lui aussi de s'engager aux côtés des troupes franco-britanniques. Le but affiché, faire cesser les attentats aux frontières d'Israël avec l'Égypte, mais c'est aussi l'opportunité de ralentir la montée de la puissance égyptienne. Cette alliance, secrète, avec les pays colonisateurs est appelée Protocole de Sèvres. Je commence à comprendre. Les trois pays se liguent contre l'Égypte. Mais
Comment se passe la guerre du coup? Elle débute le 29 octobre 1956 avec l'invasion d'Israël dans la région du Sinaï, région du canal de Suez. L'opération Mousquetaire a commencé et le 31 octobre, la France et la Grande-Bretagne engagent à leur tour leurs troupes sous prétexte d'une opération de maintien de l'ordre. L'Égypte ne capitule pas et le 5 novembre, les troupes franco-britanniques parachutent leurs hommes sur Port Saïd afin de mettre sous pression le gouvernement. Et l'Égypte, elle arrive à s'en sortir? L'Organisation des Nations Unies a tout de suite condamné l'opération et l'URSS, qui depuis peu s'était rapproché de l'Égypte, va jusqu'à menacer la France, la Grande-Bretagne et Israël de représailles nucléaires. La solution diplomatique, soutenue par les États-Unis, engagera définitivement le départ des troupes ainsi qu'une intervention des casques bleus dans la région du Sinaï afin de maintenir la paix. Ok, donc si je comprends bien, la retraite française et britannique le 7 octobre 1956 marque la victoire de l'Égypte qui en ressort grandie. Elle s'impose désormais comme leader du tiers-monde à travers la figure de Nasser, qui soutient les pays non alignés. Les puissances colonisatrices perdent de leur influence sur la scène internationale. Et cette crise, même si responsable de pertes humaines, aura permis d'améliorer les relations entre l'Union soviétique, la France, Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis.